qu'est-ce qui façonne vraiment le destin d'une nation? Est-ce que ce sont ses lois, son système éducatif, son gouvernement? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien? C'est cette question centrale qu'on va explorer aujourd'hui à travers la pensée de Gustave Le Bon. Alors, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a cette idée assez répandue et plutôt optimiste que de bonnes institutions peuvent améliorer et même perfectionner n'importe quelle société. Et de l'autre, une théorie beaucoup plus dérangeante, l'idée que les institutions ne sont en fait que le reflet d'un caractère national qui existe déjà et qui, lui, ne change quasiment pas. C'est la grande question en fait, un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient en premier, le peuple ou ses lois? Il faut bien comprendre que cette philosophie a été un moteur incroyable pour de nombreuses réformes et révolutions. L'idée de base est simple, on est tous comme des pages blanches. Donc, si on donne à tout le monde la même éducation, les mêmes lois justes, eh bien logiquement, les inégalités devraient finir par disparaître. Mais voilà, au XIXe siècle, un penseur français va arriver et prendre le contre-pied total de cette idée. Il va proposer une vision du monde qui est radicalement différente. Et ce penseur, c'est Gustave Le Bon. Alors attention, on ne parle pas d'un philosophe de salon. Le Bon était médecin, anthropologue, explorateur. Il a énormément voyagé en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, et c'est sur le terrain qu'il s'est forgé la conviction que les différences entre les peuples étaient bien plus profondes qu'une simple question d'éducation. On sent bien la force de son opposition. Pour lui, cette belle idée d'égalité, loin d'être la solution, était en fait la source même des grands troubles de son époque. Il la voyait comme une erreur philosophique majeure, aux conséquences désastreuses. Et voilà, c'est ça, le renversement complet de perspective. Le Bon nous dit, vous avez tout pris à l'envers. Les institutions, ce n'est pas la cause de l'évolution d'un peuple, c'en est la conséquence. Le produit presque mécanique de sa mentalité profonde. Bon, pour pouvoir défendre une thèse pareille, il fallait un concept fort. C'est là qu'il va développer son idée la plus centrale, et sans doute la plus controversée, celle de l'âme d'un peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'âme d'un peuple? Ce n'est pas quelque chose de mystique. Pour lui, c'est un ensemble de traits psychologiques, de manières de sentir, de traditions, de façons de penser, qui se sont accumulés et transmis de génération en génération jusqu'à former un caractère national très stable. Cette citation est peut-être la plus célèbre de Le Bon, et elle est incroyablement percutante. Elle résume parfaitement son idée, le poids des générations passées, avec leurs habitudes, leurs pensées, leurs erreurs et leurs réussites, pèse bien plus lourd dans la destinée d'une nation que la volonté des individus qui vivent aujourd'hui. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est la hiérarchie qu'il établit. Pour Le Bon, l'influence numéro 1, la plus puissante de toutes, c'est celle des ancêtres lointains, la race, comme il dit. Ensuite seulement, vient l'influence des parents directs. Et tout en bas, avec une influence qu'il juge vraiment minime, on trouve le milieu, l'environnement et donc l'éducation. C'est une inversion totale de la pensée de son temps. D'accord. Mais comment cette théorie se manifeste-t-elle dans le monde réel? Eh bien, pour Le Bon, les institutions d'un pays ne sont rien d'autre que le miroir de cette âme collective. Autrement dit, si on arrive à comprendre l'âme d'un peuple, alors son histoire, ses institutions, tout ça cesse d'être un enchaînement d'événements hasardeux. Ça devient au contraire une suite logique, presque prévisible, de son caractère profond. Prenons un exemple qu'il utilise souvent. Le Bon observe la France. Même après une révolution faite au nom de la liberté, le pays a systématiquement recréé des institutions très centralisées, très autoritaires, que ce soit sous l'Ancien Régime, Napoléon ou la République. À l'inverse, il regarde les peuples anglo-saxons. Que ce soit en Angleterre avec un roi ou aux États-Unis avec un président, la tendance est toujours la même. On limite le rôle de l'État, on maximise l'initiative individuelle. Pour Le Bon, le nom du régime politique ne change rien. C'est l'âme du peuple qui impose sa forme. Et pour la religion, c'est pareil. Selon lui, une nouvelle croyance ne débarque pas pour tout effacer. Non, elle est transformée, adaptée, modelée par l'âme du peuple qui la reçoit. Le bouddhisme, par exemple, né en Inde, a été tellement modifié en arrivant en Chine pour coller aux croyances et à la mentalité locale qu'il est devenu presque méconnaissable. Souvent, dit-il, la nouvelle religion n'est que l'ancienne avec un nouveau nom. Mais l'exemple ultime pour Le Bon, son argument massu, c'est la comparaison entre les deux Amériques. Au nord, on a des peuples majoritairement anglo-saxons. Au sud, des peuples hispaniques et autochtones. Et pourtant, beaucoup de républiques d'Amérique du Sud ont copié quasiment mot pour mot la Constitution américaine. Malgré ça, les résultats observés par Le Bon sont radicalement différents. Prospérité et stabilité au nord, instabilité chronique et despotisme au sud. Sa conclusion est sans appel. On ne peut pas juste copier-couler des institutions. Elles doivent naître de l'âme du peuple qu'elles sont censées gouverner, sinon ça ne marche pas.
Alors, que retenir de tout ça? Les idées de Le Bon sont, on l'a vu, provocatrices. Et elles nous plongent au cœur d'un débat philosophique qui est encore loin, très loin, d'être terminé. C'est vraiment ça, la question de fond. Sommes-nous des pages blanches que l'on peut modeler comme on veut grâce à l'éducation et aux lois? Ou bien sommes-nous les héritiers d'un passé si lourd qu'il détermine notre présent et notre avenir et qui rend finalement beaucoup de nos réformes un peu vaines? Le Bon termine sur cette note qui est presque tragique. Pour lui, vouloir nier ces différences profondes, c'est comme se battre contre la nature elle-même. C'est une quête de perfection vouée à l'échec. C'est une pensée difficile, c'est sûr, mais qui nous force à interroger les fondements mêmes de nos sociétés et de nos espoirs de progrès.